27/03/2026, nous sommes dans la 5e année, jour 32 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons différentes attaques autour de la ville de Kostiantynivka des deux côtés. Nous voyons également d'autres attaques contre l'infrastructure pétrolière russe, notamment sur celles qui avaient déjà été touchées et qui ont subi une nouvelle frappe, ainsi qu'un bref aperçu de l'économie russe. Le Kremlin de Kostiantynivka doit désormais supplier certains individus et d'autres choses. Dans la zone sud de Kostiantynivka, les forces ukrainiennes ne montrent pas seulement une stabilisation défensive, mais passent de plus en plus à l'offensive elle-même. Des rapports indiquent qu'on essaie activement non seulement de bloquer les mouvements russes, mais aussi de les contourner latéralement et de les mettre sous pression. Il s'agit ici de cette direction d'attaque. Les Russes ont pu conquérir ces derniers jours à peu près ce tronçon, à partir d'ici vers le nord, donc pratiquement cette zone ici, et ils essaient à partir de là de conquérir le quartier à l'ouest, ainsi que de pénétrer davantage dans la localité. Ici, les Ukrainiens opposent surtout une forte résistance. Ici, il est plus difficile de bloquer, surtout à cause des voies d'approvisionnement. Les Russes poursuivent leurs attaques à l'ouest du fleuve pour couper la logistique ukrainienne, ce qui mènerait à l'encerclement de cette localité que les Ukrainiens veulent empêcher. Au lieu de simplement tenir bon comme d'habitude et de se replier au dernier moment pour infliger un maximum de pertes aux Russes, ils passent maintenant eux-mêmes à l'attaque de manière active. La démarche implique une approche qui ne vise pas seulement l'attaque frontale, mais aussi la manœuvre sur les flancs. L'objectif semble être de fixer localement les positions russes et de limiter leur liberté de mouvement. Ces manœuvres sont très efficaces lorsque les forces adverses sont fixées dans des positions fortifiées le long de la route et ont peu de possibilités de repli. Surtout dans les zones urbaines et semi-urbaines autour de Kostiantynivka, une telle situation peut rapidement s'aggraver. Si certains secteurs de leur approvisionnement ou arrière sont coupés, les unités subissent vite une pression accrue, même sans encerclement total. La situation actuelle indique donc un déplacement de l'initiative dans ce secteur local. Au lieu d'une simple défense, on assiste à une situation où les forces ukrainiennes tentent d'inverser la dynamique et de forcer activement les positions russes à adopter un rôle réactif. Selon l'état-major, les forces ukrainiennes ont frappé des installations centrales de la raffinerie russe à Krygi. L'attaque du 26 mars ciblait plusieurs unités de traitement dans l'installation. Sont notamment concernées les installations de distillation primaire, qui jouent un rôle clé dans le traitement du pétrole brut. En outre, des installations de traitement hydrogéné, de production de bitume ainsi que de fractionnement du gaz auraient également été endommagées. Ainsi, plusieurs étapes du traitement au sein de la même raffinerie sont touchées simultanément. La raffinerie de Krygi compte parmi les sites de transformation les plus importants de Russie. Des installations comme celle-ci servent de première et principale unité de traitement, où le pétrole brut est séparé en différentes fractions. Si cette section tombe en panne ou est limitée, cela a des répercussions immédiates sur tous les processus en aval. La détérioration simultanée de plusieurs unités spécialisées indique donc une attaque qui ne vise pas seulement les stocks ou des secteurs individuels, mais bien le fonctionnement de toute la chaîne de traitement. En conséquence, l'effet ne peut pas se limiter localement à certains produits, mais peut fortement affecter la performance globale de l'installation. L'attaque s'inscrit dans une série de frappes visant des infrastructures énergétiques, où désormais stocks et processus industriels complexes sont ciblés. Après que des attaques aient déjà eu lieu il y a quelques jours contre des ports russes centraux de la mer Baltique, cette évolution se poursuit maintenant. Avec Primorsk et Oust-Louga, deux des points de transbordement les plus importants pour les exportations d'énergie russe, sont à nouveau au centre de l'attention, et précisément deux de ceux qui ont déjà été touchés ces derniers jours. Des rapports récents signalent une nouvelle vague d'attaques à Primorsk et Oust-Louga, où de grands incendies ont touché les installations portuaires. Sur les images disponibles, on peut à nouveau voir une forte émission de fumée, ce qui indique des incendies persistants dans certaines parties de l'infrastructure. La situation à Primorsk est particulièrement remarquable. Là-bas, en plus d'un incendie à terre, un feu se serait également déclaré sur au moins un navire à quai qui a depuis été maîtrisé. Cela montre que les zones de stockage et les processus de chargement immédiat sont concernés, ainsi que l'interface entre le port et le transport ont été concernés. Les terminaux sont pour l'Ukraine des cibles précieuses, car sans eux, les navires ne peuvent être chargés et il est impossible de gagner de l'argent.
L'image temporelle se déplace davantage de la simple capacité de stockage vers des éléments fonctionnels du système d'exportation. Si, en plus des réservoirs de stockage, des navires ou des installations portuaires sont également endommagés, cela affecte directement la capacité à charger et à transporter effectivement le pétrole et les produits. Les frappes rapides accentuant la pression sur les points clés, car les options de déviation sont limitées, et des dommages répétés perturbent davantage les opérations. Les attaques contre les dépôts de pétrole russes et les producteurs d'énergie continuent. Tout cela n'est pas quelque chose que nous observons seulement depuis quelques jours, mais depuis presque 2 ans, et pratiquement chaque semaine. Et parallèlement, une guerre d'usure absolue se déroule, qui progresse à peine, qui coûte énormément à la Russie, et dont on ne voit pas la fin. Qu'il s'agisse de matériel, de personnes ou de moyens financiers que la Russie perd ici, la Russie n'est pas un pays avec un produit intérieur brut élevé. En revanche, elle connaît une forte inflation, des impôts élevés et un revenu moyen bas d'à peine 800 € par habitant. Il est évidemment très difficile pour un habitant russe de mener une vie normale quand une plaquette de beurre coûte déjà presque 4 € et que même les aliments de base comme les pommes de terre ou les oignons continuent d'augmenter. Comme le Kremlin veut déjà piller les caisses de retraite russes et a déjà augmenté les impôts, on ne peut plus vraiment pressurer les pauvres citoyens pour financer la guerre. Surtout si 1 ou 2 braves contribuables meurent au front, ou, ce qui serait encore pire pour l'État, rentrent chez eux mutilés pour continuer à vivre aux frais des autres. À la recherche d'argent, une nouvelle voie est désormais empruntée, une voie qui était en fait considérée comme très impopulaire. Selon des rapports, Poutine a incité les principaux oligarques russes à contribuer financièrement à l'État lors de réunions à huis clos. En arrière-plan, la situation budgétaire se détériore encore à cause des coûts de guerre élevés. Selon le Financial Times et le portail The Bell, la réunion aurait porté concrètement sur le financement des dépenses militaires et la poursuite de la guerre. Dans ce contexte, il est rapporté que l'homme d'affaires Souleyman Kerimov aurait promis un paiement d'environ 100 milliards de roubles. Le Kremlin rejette officiellement cette version. Le porte-parole Dmitri Peskov a également déclaré que l'initiative ne venait pas du président, mais bien sûr de tous les entrepreneurs courageux et loyaux eux-mêmes. Parallèlement, les conditions économiques se sont durcies. La baisse des revenus provenant des exportations d'énergie, aggravée par des attaques répétées contre les infrastructures concernées, coïncide avec des dépenses publiques élevées. S'ajoutent bien sûr les effets des sanctions occidentales, ainsi qu'une dynamique économique globale plus faible. Des mesures telles que la hausse de la TVA l'année dernière montrent que l'on tente déjà de trouver de nouvelles sources de revenus, mais les perspectives factuelles restent naturellement limitées. L'OCDE ne prévoit qu'une faible croissance économique pour l'année en cours, environ 0,6%. Dans cette combinaison, il se dessine un tableau où l'État dépend de plus en plus de sources de financement alternatives, tandis que les besoins financiers restent élevés en raison de la poursuite de la guerre. Et maintenant, je voudrais ajouter quelque chose à ce sujet avant que quelqu'un ne l'écrive dans les commentaires. Parce que je vois déjà les commentaires arriver, du genre « Oh là là, ils sont en guerre et ça ne se passe pas très bien, mais malgré tout, ils ont une croissance économique de 0,6%. » Oui, c'est exact. Mais il faut bien comprendre que cette croissance est principalement soutenue par l'État, qui stimule, subventionne et finance massivement l'économie dans le secteur de l'industrie de guerre afin que la guerre puisse continuer. Si l'on regarde tous les secteurs économiques du côté russe, on voit surtout que c'est l'industrie de guerre. Et, comme j'aime aussi le dire, les fleuristes profitent énormément de la guerre. Cela permet aussi sur le papier de faire croître l'économie, tandis que d'autres secteurs poursuivent leur développement. Dans le bassin du Dnipro, une nouvelle phase de guerre de position dure déjà depuis 2 mois, sans qu'aucun camp n'ait pu réaliser de progrès opérationnels significatifs. Le tableau des combats montre surtout des avancées limitées, des contre-attaques et des points chauds changeants. La situation est plus dynamique près de Primorske. Là-bas, une contre-attaque ukrainienne à la fin février a permis aux unités Artan et Timour de repousser le groupe d'assaut russe du 108e, régiment aéroporté dans la partie nord de la localité. En même temps, un autre groupe russe a été encerclé dans la région de Rychne. Au cours des semaines suivantes, les forces spéciales ukrainiennes ont réussi à libérer progressivement Rychne des forces russes et à prendre davantage le contrôle d'une zone centrale de Primorske. À Stepnoïrsk, la situation reste inchangée. Les forces ukrainiennes tiennent toujours leur position avancées au centre, notamment dans la zone des immeubles résidentiels détruits. La position est régulièrement attaquée par les forces russes. Cependant, notamment depuis l'ouest, la localité a pu être maintenue après plusieurs contre-attaques.
Ce n'est pas la localité, mais la position ukrainienne. Elle se trouve à peu près ici, dans cette zone, et le reste de la localité est toujours contrôlé par les Russes. Ils attaquent toujours depuis ce côté, donc pratiquement ici depuis la direction ouest. Les Russes attaquent, tiennent eux-mêmes tout à partir de la route principale, ici en bas, et les Ukrainiens n'avancent pas davantage ici. Dans le passé, nous avons souvent constaté que lorsque les Ukrainiens cessent d'avancer plusieurs semaines, ils perdent généralement le contrôle de la localité, que les Russes reprennent alors facilement. Après les récentes attaques ukrainiennes à longue portée, l'espace d'information russe spécule à nouveau sur les itinéraires empruntés par les drones pour atteindre leurs cibles. Les attaques ont déjà été abordées en début de rapport. Il est particulièrement fréquent d'entendre l'affirmation selon laquelle ils auraient pu survoler l'espace aérien des voisins occidentaux, comme la Pologne ou les États baltes. Il est frappant que cette thèse circule depuis un certain temps sans jamais avoir été étayée par des preuves solides. Elle ne repose en effet que sur des représentations graphiques, des flèches tracées sur des cartes par quelqu'un et des spéculations sur des chaînes Telegram, mais pas sur des preuves vérifiables publiquement. Par exemple, une vidéo d'un civil qui aurait filmé le survol du drone. Cela suffirait déjà, mais c'est justement ce genre de preuves qui manque ici aussi. Il est aussi notable qu'aucune escalade diplomatique claire des autorités russes envers les États concernés n'ait été constatée jusqu'ici. Car s'ils étaient réellement venus, disons, de l'espace aérien de l'OTAN, le Kremlin aurait évidemment fait tout un scandale à ce sujet. Il est donc probable qu'il n'y ait pas de preuves solides, ou que leur camp ne puisse confirmer cette version. Je pense que c'est simplement une question de douleur. Admettre que les drones ukrainiens peuvent se déplacer sur une longue distance à travers l'espace aérien russe. Être abattus, car il manque tout simplement à la défense aérienne russe la capacité d'opérer de manière efficace sur l'ensemble du territoire. Surtout avec des systèmes relativement lents qui ont également été utilisés ici pour l'attaque, la question était bien sûr légitime de savoir pourquoi ils ont pu opérer pendant une longue période sans être arrêtés de manière conséquente. Le débat montre donc moins de certitude sur les véritables trajectoires de vol que la nervosité croissante face à la portée, la régularité et l'efficacité des attaques ukrainiennes en plein cœur de l'arrière-pays russe. De nouvelles images du commissaire militaire ukrainien indiquent que les forces ukrainiennes visent spécifiquement les missiles russes en Crimée. Le matériel publié serait censé documenter plusieurs frappes réussies qui ont eu lieu au cours du mois dernier. 6 frappes ont été signalées ces dernières semaines, y compris à plusieurs reprises des systèmes tactiques opérationnels de type Iskander, ainsi que des systèmes de défense côtière de type Bastion. Dans un cas, on peut clairement voir qu'un dépôt associé a été touché, ainsi qu'un système Bastion M qui est attaqué. Un autre est associé à des missiles modernes, il est mentionné ici. Et c'est quelque chose de remarquable à ce stade, car cette fois-ci, il s'agit de systèmes utilisés à la fois pour des attaques sur le territoire ukrainien et pour le contrôle des zones maritimes. Leur neutralisation ne vise donc pas seulement des plateformes de défense aérienne individuelles, comme nous l'avons vu par le passé, mais surtout des plateformes d'attaque ou des systèmes de défense. On note aussi la fréquence élevée des frappes signalées, avec des attaques répétées sur des systèmes similaires récemment. Cela montre que des emplacements sont de nouveau précisément identifiés et ciblés. Cela suppose un renseignement efficace ainsi qu'une capacité à agir avec précision, même dans des zones fortement protégées. Merci aux abonnés à la céramique, à l'équipe des algues, au lieutenant-colonel Renek, Cilia Dietrich, Ferdi et Mayerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez. À bientôt pour le prochain rapport.